Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je suis Erika Salem, chargée de programme pour le système alimentaire montréalais et chargée de projet pour l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, le webinaire va porter sur les initiatives de concertation pour les systèmes alimentaires locaux. On veut essayer de comprendre qui fait quoi à Montréal. Le webinaire est présenté en collaboration avec le réseau alimentaire de l'Est de Montréal et la table de quartier du sud-ouest de l'île, ainsi que Andréane Rouleau, qui est chercheur à l'UQAM. Pour rappel, pour les personnes qui n'auraient jamais participé à l'Espace Cuisine encore, l'Espace Cuisine, c'est un espace qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais, faire en sorte qu'on se partage nos outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des différents projets que vous menez dans les quartiers et même au niveau régional à Montréal. Donc, le but de l'Espace Cuisine, c'est de faire en sorte que tout le monde ait une meilleure compréhension des enjeux qui sont liés à la sécurité alimentaire, connaître c'est quoi les approches les plus porteuses qui sont mises en œuvre à Montréal. Puis, on veut renforcer la coopération entre les acteurs et les actrices de la sécurité alimentaire. Et finalement, tout ça, ça vise à harmoniser le travail qui est réalisé en sécurité alimentaire et la construction des systèmes alimentaires locaux. Puis, on veut finalement savoir qui fait quoi à Montréal par rapport à toutes ces initiatives-là en sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires locaux à Montréal. Aujourd'hui, le webinaire on va y aller en 3 objectifs. Premièrement, on va présenter et discuter des résultats d'une recherche sur les concertations en sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires locaux. On va découvrir les travaux qui sont liés au développement d'une concertation dans l'ouest de l'île. Puis finalement, on va explorer la valeur ajoutée des concertations au niveau supralocal. On a 3 personnes qui vont intervenir aujourd'hui pour ce faire. Donc, Andréane Rouleau, qui est candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM, qui a été mandataire du portrait d'un projet de recherche qui est le portrait des efforts de concertation des systèmes alimentaires à Montréal. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et je vous incite à le fermer. Il y a Cassandra Craven-Fischer, qui est chargée de programme de dossier sécurité alimentaire pour la table de quartier de l'ouest de l'île. Merci. Et puis, on a Élise Corneau-Gauvin qui va nous présenter la valeur ajoutée des concertations au niveau supralocal. Puis finalement, on va avoir un minimum, on va espérer avoir une bonne demi-heure participative où est-ce qu'on va échanger sur les enjeux des concertations, comment ça fonctionne, comment vous voyez ça, vous, de votre côté. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Andréane. Merci beaucoup, Erika. Je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui ce portrait des efforts de concertation dans les systèmes alimentaires locaux. Dans le fond, c'est un mandat qui vient un peu de l'observation qu'il y a de plus en plus d'initiatives à couleur collective, disons, dans les quartiers et arrondissements de Montréalais, que ces initiatives-là sont de plus en plus financées et qui mènent aussi souvent carrément au développement de systèmes alimentaires à l'échelle locale à Montréal. Donc, on pense qu'une meilleure compréhension de ça, ça peut permettre au palier régional de mieux outiller le terrain par rapport à ces démarches-là. Mais aussi, ça pourrait peut-être aider les acteurs du terrain dans leur capacité d'arrimage. Voilà, pour les objectifs, ça va être la prochaine slide. Donc, oui, on avait 3 objectifs pour ce mandat-là. Premièrement, c'était de caractériser les efforts de concertation en sécurité alimentaire à Montréal. Ensuite, de relever les enjeux et la valeur ajoutée de la concertation. Puis finalement, de connaître quel est le rôle des instances régionales dans tout ça, selon les acteurs du terrain. Prochaine slide. Donc, la présentation, c'est très simple. Je vais vous montrer c'est quoi la méthodologie que j'ai utilisée pour cette recherche, puis ensuite les résultats, là, donc caractéristiques, enjeux, valeur ajoutée de la concertation et rôle du palier régional. Pour ce qui est de la méthodologie, ça s'est fait en 2 temps. Premièrement, j'ai fait une recherche documentaire qui consiste, dans le fond, j'ai regardé les sites Internet des comités en sécurité alimentaire, de la documentation du milieu communautaire local et un peu de documentation scientifique aussi. Ensuite, j'ai effectué une collecte de données, donc 19 entrevues avec 24 acteurs du système alimentaire qui sont impliqués dans des démarches de concertation.
Je pense qu'on a réussi à avoir un échantillon assez intéressant, assez varié, notamment au niveau géographique. Donc, vous voyez à droite sur la carte ici, tout ce qui est en vert, en fait, c'est l'étendue géographique de la collecte de données. Et vous pouvez voir aussi les acteurs qui ont été rencontrés. Je pense qu'on a une variété autant au niveau de l'échelle d'action de ces acteurs-là, régional, supralocal, local, mais aussi par rapport au niveau, au milieu dans lequel ces acteurs-là interviennent. Donc, autant des gens du milieu philanthropique, des organisations du système alimentaire, j'ai rencontré des comités citoyens, mais aussi des gens du milieu institutionnel. Je tiens à dire, là, c'est un échantillon, oui, important, mais je ne prétends pas du tout qu'on puisse étendre là, ces résultats-là à tout le système alimentaire au complet. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses que je dis aujourd'hui qui ne correspondent pas 100% à votre perception personnelle là, de la concertation. Puis aussi, c'est des résultats qui sont assez complets, mais je vais quand même utiliser un peu vos interventions aujourd'hui pour bonifier ce rapport-là avant qu'il soit finalement sorti là, très bientôt. Donc, je vais être très ouverte à vos critiques par rapport à ça. Prochaine slide. Donc, premier objectif, c'était de caractériser la concertation à Montréal, comment est-ce qu'elle se caractérise, en fait. J'ai beaucoup d'informations là-dessus dans le rapport. Aujourd'hui, j'essaie d'être très concise. Donc, je commence tout d'abord par dire que la concertation, c'est un processus qui est de collaboration, de coordination entre les acteurs. Elle peut se faire là, de manière ponctuelle, comme pour faire un projet ou un exercice de planification. Moi, je me suis concentrée principalement sur la gouvernance alimentaire à l'échelle locale, donc des comités en sécurité alimentaire, pas mal toujours liés à la table de quartier, qui se rencontrent là, plusieurs fois dans l'année pour discuter des enjeux du territoire. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est vraiment des concertations qui sont très intersectorielles. Donc, ce n'est pas juste des organisations en sécurité alimentaire qui se rencontrent, c'est aussi, il y a toujours souvent, la présence de l'arrondissement, du CIUS, parfois même des élus qui sont autour de la table. Et quel rôle, en fait, ils jouent dans le territoire? J'en ai trouvé 3, en fait. Premièrement, c'est l'idée de communauté de pratique. Donc, les gens vont parler de la situation interne de leur organisation, parler de solutions, partager des informations, etc. Il y a aussi une grande analyse du quartier qui est faite dans ces comités-là. Et ça se traduit, en fait, par l'élaboration de 3 types d'outils. Premièrement, des portraits de l'insécurité alimentaire. Il y a aussi des bottins de ressources en sécurité alimentaire qui sont élaborés. Puis finalement, il y a aussi des plans d'action dans lesquels on se met d'accord sur une vision commune, puis des actions à prendre là, pour répondre à des enjeux ciblés là, dans le quartier. Souvent, le plan d'action aussi va mener à des projets de concertation, des projets collectifs là, qui sont entrepris là, dans le comité. J'essaie de voir si j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit, ouais. Pour caractériser la concertation, j'ai aussi regardé un petit peu s'il y a des financements à Montréal là, qui sont vraiment axés, qui favorisent la concertation. J'en ai identifié 2. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est les 2 principaux que j'ai pu identifier. Premièrement, le projet Impact collectif de Centraide que vous connaissez probablement, là, qui cherche vraiment à financer des initiatives concertées dans les quartiers et arrondissements dans une optique de lutte à la pauvreté, etc. Donc, c'est un projet de Centraide, c'est un projet qui est en collaboration là, avec la Ville de Montréal, avec la DRSP, avec la Coalition montréalaise des tables de quartier et 9 grandes fondations philanthropique. Ça a été déployé dans 17 quartiers et il y a 8 quartiers qui ont choisi l'alimentation, la sécurité alimentaire pour leur projet. Pour ce qui est du plan de développement d'une communauté nourricière, les PDCN, ça, c'est plus un financement en fait, c'est un financement pour la planification en alimentation, comparément à l'autre qui est plus pour de financer des initiatives. Donc, c'est des planifications qui se font pour des municipalités, des arrondissements à Montréal et des communautés autochtones, financées par le MAPAC et l'arrondissement. Puis, il y a 3 arrondissements à date qui ont choisi de faire un PDCN. Verdun, qui est déjà élaboré, puis Annecy-Cartierville et Sud-Ouest qui sont en ce moment en train de travailler là-dessus. Il y a en ce moment aussi, je pense que c'est encore à jour, là, je pense qu'on peut encore appliquer pour ça, là, si ça intéresse quelqu'un dans la salle.
Prochaine slide. Donc, deuxième objectif, c'était de voir c'est quoi les enjeux qui viennent avec la concertation en sécurité alimentaire. J'en ai identifié 4 principaux. Le manque de financement, manque de participation aux rencontres, le roulement du personnel et l'hyperconcertation. On peut commencer avec le manque de financement à la prochaine slide. Donc, il y a un manque de financement autant à la coordination que des comités que dans les membres des organisations. Je vais me concentrer sur le manque de financement des organismes en sécurité alimentaire. C'est une situation qui est bien connue. Je pense que j'apprends rien à personne. Et ça peut parfois créer un certain climat de compétition, disons, parce que bien, tous les acteurs cherchent un peu les mêmes financements. Et dans le cadre d'une concertation, eh bien, ce sont ces mêmes acteurs-là qui s'assoient autour d'une table pour partager de l'information, discuter d'une vision commune pour le quartier. Et donc, il y a des participants et participantes qui ont relevé que ça pouvait se faire sentir parfois dans les rencontres de concertation et que ça freinait parfois la collaboration. Donc, ils m'ont aussi dit des solutions, évidemment. Donc, les voilà. Le premier, eh bien, la concertation elle-même peut constituer en une solution pour améliorer cette situation-là parce qu'elle permet d'ouvrir le dialogue et de créer des liens là, entre les acteurs du milieu. Ensuite, des bonnes compétences à la coordination. Ça peut aussi être un levier et c'est à noter aussi que ce point-là revient dans la plupart des enjeux comme étant une solution potentielle. C'est donc dire qu'une bonne rémunération à la coordination et la mise à disposition d'outils et de formation pour la coordination, ça peut vraiment faciliter le développement d'une bonne concertation. Ensuite, la planification. Le processus de planification peut aussi être un levier parce qu'il permet aux organisations de sortir là, de ses intérêts organisationnels pour vraiment travailler à l'unisson, travailler sur un projet commun. Puis finalement, bien, la mutualisation, les projets collectifs permettent aussi d'ouvrir la collaboration, mais permettent aussi à plusieurs organisations de recevoir un financement. Pour le prochain. Avec la prochaine slide. Ensuite, ce serait le manque de participation aux rencontres. Ça, c'est un enjeu qui est revenu aussi souvent dans les entrevues. La raison principale, c'est vraiment le manque de temps. Tout le monde a un horaire quand même occupé et c'est tout simplement parfois difficile de placer la rencontre de concertation à l'agenda. Par contre, dans d'autres milieux, il y a d'autres raisons qui sont ressorties. Ça peut être un manque de valorisation de la concertation qui peut être dû notamment à un contexte historique ou juste les caractéristiques là, du milieu communautaire, parfois la table de quartier, a moins de place là, dans l'écosystème, disons, communautaire. Ça peut être aussi, certaines personnes m'ont dit qu'ils ont vécu dans le passé des exercices de concertation qui étaient lourds, difficiles et qui, selon leur perception, n'ont rien donné. Donc, ça les motive un petit peu moins là, à répéter l'expérience après. Et finalement, ben, ça peut être tout simplement une priorisation d'enjeux. Il y a des organisations qui, ben, parfois, comment je peux dire, dans la vie d'une organisation, il peut y avoir un certain moment où on a besoin de travailler plus à l'interne versus travailler avec les autres, travailler à l'externe. Donc, à ce moment-là, ça peut faire qu'on priorise un petit peu moins la concertation. Donc, vous voyez les acteurs à droite, là, ceux que ça touche le plus souvent. Pourquoi c'est un enjeu? En fait, c'est que ensuite, dans les décisions qui sont prises, dans les projets qui sont développés, dans toute la vision qu'on développe en concertation, ça fait que leur perspective peut être un petit peu moins représentée s'ils ne sont pas présents autour de la table. Donc, concernant les solutions, on a déjà parlé de la coordination, mais on peut aussi, en deuxième point, offrir des options de participation qui sont moins prenantes, notamment en fonctionnant avec des échanges de courriels après la rencontre ou avec des formats virtuels, comme la pandémie nous a montré que ça augmente un peu la participation. On peut passer à la prochaine slide. Donc, le troisième enjeu, c'est le roulement de personnel. Donc, ça, c'est un enjeu qui concerne autant la coordination que les membres du comité. En général, là, je dirais que ce qui revient, c'est que ça affecte un peu le climat de confiance qu'on essaie d'instaurer dans la concertation. Une phrase que j'ai entendue souvent, c'est que les visages changent tout le temps. Donc ça fait que c'est plus difficile ensuite de travailler sur des projets de longue haleine, de créer des liens si on ne travaille pas toujours à la même personne d'une organisation. Il n'y a pas de solutions qui sont ressorties dans la collecte de données par rapport à cet enjeu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que je vais vous demander à vous si pendant la
la période de questions. Si vous avez des solutions, comment est-ce que vous contournez cette problématique-là dans votre concertation? Je suis très curieuse d'entendre votre réponse. Ensuite, le dernier enjeu, l'hyperconcertation. C'est évident là, que le comité en sécurité alimentaire, c'est rarement le seul espace collaboratif là, auquel une personne doit participer. Et donc, ça peut mener, là, selon certains participantes, à un épuisement là, par rapport à la concertation. On m'a même parlé de concertite aiguë. Et donc, cette fameuse concertite peut parfois pousser les personnes à devoir faire des choix stratégiques par rapport à quel comité ils vont participer, lesquels ne vont pas participer. Stratégique, pourquoi? Souvent, ce qu'on me dit, c'est que ce serait des choix par rapport au poids politique de la concertation ou la présence de bailleurs de fonds, par exemple. Concernant les solutions, on a déjà parlé des deux premiers points. Les deux derniers, en fait, concernent plus les échelles supralocales et régionales. Premier, ce serait l'idée de concertation des concertations. Donc, quand, par exemple, le régional doit rejoindre le terrain, ce serait de faire affaire avec les concertations locales plutôt que de rejoindre les acteurs précisément. Puis finalement, on m'a parlé de développer carrément un cadre de mesures d'impact harmonisé dans le système alimentaire montréalais. Donc, l'idée de collecter des données régulièrement pour éviter que quand un palier supralocal et régional doit prendre des décisions ou fournir des outils, en fait, qu'il ait besoin de sursolliciter une fois de plus. Donc, on peut passer au prochain slide. Donc, oui, ça a des enjeux, la concertation, mais les participants, en fait, de la collecte de données s'entendaient pas mal tous pour dire qu'elle est essentielle, en fait, pour le développement d'un système alimentaire local qui soit harmonieux. Pourquoi la concertation a de la valeur? Premièrement, parce qu'elle permet de développer des projets qui sont cohérents, qui sont ancrés dans le territoire, d'éviter des possibles dédoublements là, dans l'offre de sécurité alimentaire dans un quartier. Elle permet aussi à ses membres d'avoir accès à des ressources, notamment par la présence de l'arrondissement du SUF, mais aussi des autres organisations qui ont aussi de l'information à partager. C'est aussi elle donne aussi des opportunités de collaboration qui peuvent être très intéressantes pour les organisations. Puis finalement, tous ont un objectif commun d'améliorer la sécurité alimentaire sur leur territoire. Et donc, l'analyse qui est faite du quartier, toutes les discussions qui sont faites dans la concertation permet de vraiment mieux cibler quelles actions doivent être prises et donc de possiblement favoriser l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire dans le quartier. Ensuite, le dernier objectif, c'était vraiment de voir un peu quel peut être le rôle du régional dans tout ça, selon les personnes que j'ai rencontrées, bien sûr. Moi, premièrement, j'ai identifié 3 acteurs en concertation qui touchent à la sécurité alimentaire à Montréal. Évidemment, le Conseil SAM, mais aussi la Coalition montréalaise des tables de quartier et la table sur la faim. Donc, ces acteurs-là peuvent possiblement avoir trois rôles globaux. Premièrement, un rôle de représentation, de plaidoyer politique, mais aussi l'idée de fournir ou de faciliter l'accès à des ressources comme du financement, des formations, cartographie, documentation, etc. Et finalement, offrir des opportunités de réseautage que j'ai appelé intersalles, donc entre les quartiers, entre les arrondissements. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant ce rapport-là. Il va sortir bientôt. J'ai bien hâte qu'il sorte. J'ai travaillé vraiment fort là-dessus, puis je suis vraiment fière des résultats qui sont sortis de cette collecte de données-là. Donc, voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment conclure, mais c'est tout. C'est parfait, Andréane. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'informations que tu avais à synthétiser en une présentation là, de 10 minutes. Bravo. C'est super intéressant. Puis je voulais permettre aux personnes participantes s'il y a une personne qui aurait une question qui lui brûle les lèvres et qui aimerait lever la main pour peut-être s'il y a des enjeux de compréhension ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez juste maintenant déjà poser une question, ça serait possible de le faire.
Ça semble assez clair, ça veut dire. Soyez pas gênés. De toute façon, on va pouvoir y revenir. Il y a plein d'éléments que tu as mentionnés, Andréane, qui pourront être parlés dans la deuxième partie du webinaire. Donc, on va passer à la prochaine présentation qui va être faite par Cassandra. Cassandra, la parole est à toi. Oui, merci. Je me présente, je suis Cassandra, je travaille pour la table de quartier sud de l'ouest de l'île. Je suis la chargée de programme pour le dossier de la sécurité alimentaire. Alors, un petit mise en contexte de l'ouest de l'île, c'est vraiment la table de quartier sud de l'ouest de l'île. Nous avons 7 villes liées, qui est Dorval, Pointe-Claire, Beaconsfield, Baie-d'Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Kirkland. C'est une grande bouchée. Et nous avons aussi la table de quartier nord de l'ouest de l'île qui couvre Delors-des-Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro et Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Alors, le territoire de l'ouest de l'île, c'est vraiment 10 villes, c'est une tiers de l'île qui est considérée l'ouest de l'île. Très banlieue, on a aussi un très grand secteur agricole, mais ça fait aussi que souvent, on n'est pas toujours considéré en étant partie de l'île de Montréal parce qu'on a tellement de villes liées. Alors, on a souvent ce petit enjeu-là aussi. Alors, nous avons la table des quartiers sud, on a un comité sécurité alimentaire et on a basé le projet par ça. Alors, je vais passer un petit peu par comment le projet est né. Ensuite, un petit topo de ce qui a été réalisé, les obstacles, les forces jusqu'à présent et les prochains mois à venir aussi. Alors, ça va être un petit peu comme ça. Alors, comment le projet est né? Alors, la sécurité alimentaire est l'un des 5 priorités pour la TQSOI depuis 2015. On a un comité qui a été formé en 2015. On a reçu un mandat en 2016 avec un plan d'action. Merci. Il y avait le plan d'action. De 2017 à 2020, le projet PIC était en cours dans l'ouest de l'île, ce qui a vraiment rapproché plusieurs acteurs et actrices en sécurité alimentaire dans l'ouest de l'île. Il a créé la campagne Rendre visible l'invisible. On avait un court-métrage Fin caché, la boîte à outils de sécurité alimentaire, parmi d'autres projets aussi. Mais ensuite, la pandémie arrive et la table reçoit du financement pour la cellule d'intervention en sécurité alimentaire, qui était en cours d'avril 2020 à le mois d'août 2021, ce qui a vraiment créé un modèle de réseau dans une situation d'urgence. Alors, c'est un endroit virtuel pour que les acteurs, les actrices de la sécurité alimentaire ont été en mesure de répondre à leurs besoins financiers, les besoins urgents. Ça a vraiment permis l'échange d'informations en temps réel, compréhension des efforts des différents groupes, les activités de soutien mutuel, la représentation de secteurs de la sécurité alimentaire de l'Ouest de l'île au niveau régional, ainsi qu'avec des bailleurs de fonds et la coordination des efforts. Alors, c'était vraiment un beau espace qui a rassemblé le monde. Mais lorsque la cellule s'est terminée, l'espace qui nous réunissait s'est également fermé. La volonté de continuer ce réseau était présente, mais la question de comment était là aussi. Alors, à l'automne dernier, Centraide a demandé à la TQSOI pendant des conversations de, tu sais, c'est quoi les besoins de la communauté. On a vraiment constaté qu'il était nécessaire de poursuivre les efforts de concertation qui ont été déployés pendant le projet PIC et la cellule, mais pas seulement dans une situation d'urgence non plus. Alors, ce qui a été réalisé, on peut y aller au prochain, merci. Alors, l'automne dernier, on a commencé à faire des consultations avec des membres du comité sécurité alimentaire, ce qui a continué lors des du début officiel du projet au mois de janvier. Nous voulions créer un plan d'action qui reflète les besoins de l'ouest de l'île. C'était clair qu'on ne pouvait pas nécessairement juste faire un copier-coller d'un autre secteur dans l'ouest de l'île avec les différents enjeux qui nous sont présents aussi. Alors, on a fait beaucoup de brainstorming, des activités de Jamboard, des Google Forms, pour enquêter. Il y avait des cours d'entretien aussi. Bref, avec un petit groupe, on a créé 3 brouillons de plans d'action. Puis on voulait vraiment que ça soit un plan d'action qui nous reflétait en même temps et qui était développé avec des acteurs et actrices du milieu. Alors, après quelques petits brouillons, je l'amène au comité. On a reçu plus de suggestions, plus de commentaires qui sont donnés.
On a fait j'allais pour rassembler le petit groupe qui m'a aidé avec le plan d'action, mais avec les différents horaires et tout. On a décidé de faire un formulaire de vote pour les changements aussi, comme nous n'étions pas capables de réunir les membres du petit groupe. Il nous manquait encore quelque chose, par exemple, pour comme tout attacher les morceaux, toutes les petites pièces du plan d'action. Alors, c'était une suggestion d'une de nos partenaires communautaires qui est devenue la pièce manquante pour rassembler les parties disjointes du plan d'action, ce qui était une collection de documents qu'on avait déjà un petit peu en tête, mais on ne le regardait pas aussi sérieusement, là, mais c'était vraiment l'aspect qui nous manquait, qui pourrait servir aux partenaires, dans le fond, cette collection de documents dans leur travail de diversification et expansion de leurs services. Alors, ce morceau aidera également les partenaires à créer des demandes de financement plus fortes en sachant la nouvelle réalité après le gros de la pandémie. Sûrement pour plusieurs d'entre vous aussi, les statistiques sont plus à jour, des cartographies seraient super intéressantes et aidantes aussi. Alors, c'est tout ça qui a comme rassemblé un petit peu. Alors, en même temps, on commence à penser un petit peu plus au long terme et ce qu'une structure peut avoir l'air pour notre réseau aussi. Alors, cette collection de documents devient notre portrait du système alimentaire de l'ouest de l'île. Alors, toutes nos statistiques, nos informations sur l'insécurité alimentaire dans l'ouest de l'île ne sont plus à jour, sont plus exactement, ils ne reflètent pas nécessairement la situation courante non plus. Alors, en mode de planification stratégique, puis je dis ça en termes un petit peu lourds aussi parce qu'on n'est pas, on n'est pas rendu à faire la planif très solide. C'est juste en termes lourds, on commence à développer des idées, des considérations. Alors, on sélectionne des éléments pour notre portrait, des éléments qui reflètent le système alimentaire local en entier, ce qui est un rapport sur le gaspillage alimentaire et les collectes de déchets dans l'ouest de l'île, rapport sur la production alimentaire dans l'ouest de l'île, parce que nous avons le grand secteur agricole, des enquêtes d'évaluation des besoins auprès des organismes et des producteurs et productrices locaux, des informations et cartes socio-démographiques sur la population et des recherches et des réflexions sur la vision future d'un réseau pour l'ouest de l'île sont également menées. Alors, aujourd'hui, on poursuit le portrait. Je dirais qu'on est environ à 60-70% de faits. J'espère vraiment le terminer avant la fin de l'année et ensuite aussi le traduire et tout. Nous sommes en mode de planification d'un événement rassembleur en janvier qui est notre forum. Le forum, c'est quelque chose qu'on a eu dans le passé, CODPIC aussi. C'est vraiment événement rassembleur de notre communauté, les acteurs et actrices locaux. Le forum se concentrera vraiment sur la présentation des aspects du portrait, des discussions envers les obstacles auxquels nous font face et comment agir sur les obstacles de manière collaborative et non en silo. On espère commencer vraiment, on veut le forum en janvier, alors on espère commencer 2023 avec une vision claire et des actions concrètes. Et ce qui sort du forum nous aidera également avec les considérations pour la structure du projet dans le futur. Ensuite, les obstacles et les forces. Alors, les obstacles, il y en avait, on va se le dire. Le début du projet devait être plus structuré vis-à-vis les acteurs et les actrices qu'on essayait de mobiliser. Dans le fond, parce que on a eu carte blanche, terme lousse, mais parce qu'on avait la liberté de co-créer ça avec les personnes autour de nous, puis on leur demandait comme qu'est-ce que vous voulez pour bâtir le projet. On était trop vague et la vision devait vraiment être plus restreinte et clarifiée avant de faire la mobilisation. On a commencé avec des questions de qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qui sont nos enjeux et tout. Et oui, c'était une approche, mais ce n'était pas nécessairement l'approche idéale pour les acteurs qu'on interrogeait non plus. Alors, on travaillait vraiment en mode théorie avec des personnes vraiment orientées vers l'action et ça a créé beaucoup de frustration de leur part et de la mienne aussi, là, on va se le dire. Et ils ne comprenaient pas nécessairement l'intention du projet. On a reçu la question de pourquoi avoir 2 comités travaillant côté à côté, ce qui était une question justement correcte aussi, mais c'est-à-dire le comité sécurité alimentaire puis un comité réseau. L'autre obstacle, c'était aussi que certains partenaires sont réticents à accepter le projet car ils craignent une nouvelle structure. Alors, c'était une question de convaincre certaines personnes de la nécessité d'un réseau pour nous aider
nos efforts collectifs et servir de guide à travers la communauté. Il y avait la question, on a 2 tables de quartier, pourquoi avoir un autre? Ce qui est aussi une autre question complètement valide. Par rapport à nos forces, les organisations partenaires dans l'Ouest de l'île sont incroyablement orientées vers l'action, sont prêtes à faire ce qu'elles peuvent pour améliorer les offres dans notre communauté. Alors ça, c'est toujours quelque chose que quand les personnes vont aller à bataille avec toi, c'est toujours aidant. Aussi, étant une table de quartier qui couvre 7 villes et pendant un certain temps, la table Nord était inactive, sont en train d'avoir leur processus de revitalisation en ce moment aussi. Mais pendant un certain temps, on était non seulement les 7 villes de l'ouest de l'île, mais on occupait un petit peu un rôle dans le Nord aussi. Ça nous a vraiment donné une vue plus globale de l'ouest de l'île, de ce qui se passe, qui nous a vraiment permis de mieux comprendre le territoire à un niveau plus régional. En même temps, est-ce que ça veut dire on est tous savants en tout temps? Non, pas du tout. Mais on avait une bonne idée de ce qui se passait vraiment au niveau régional. Alors, ce qui nous reste à faire pour le financement courant. Alors, notre financement courant, c'était pour 1 an, 15 mois en fait, mais elle termine au mois de mars. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment terminer le portrait, le rendre disponible pour ceux et celles qui travaillent dans l'ouest de l'île aussi, pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment améliorer leur offre de service. Ça, c'est un grand morceau qui est important pour nous. Deuxièmement, organiser et tenir le forum, inciter des discussions autour du thème de comment travailler mieux ensemble et traduire le désir de travailler ensemble à l'action même. Ensuite, déterminer la structure désirée pour un réseau pour mener les actions. Pour l'instant, encore, on a un petit peu vague le endgame. On le garde parce qu'on veut vraiment que ça soit quelque chose qui est bien bâti et qui nous reflète en même temps. Et enfin, demander de renouveler le financement. Comme j'ai dit, le financement présent, c'est jusqu'au mois de mars. Et c'est sûr que ça va nous prendre plus que juste 15 mois pour avoir une belle concertation du réseau. Merci. Fantastique. Merci beaucoup, Cassandra. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions qui vous brûlent les lèvres pour Cassandra. J'en prendrais une certainement avec plaisir. S'il y a quelqu'un qui aurait besoin qui aimerait avoir un élément plus précis, c'est super intéressant de voir comment vous avez fait votre portrait de façon très honnête avec les difficultés aussi, puis les frustrations que ça peut générer. C'est vraiment super. Ben, ça a l'air très clair. Je pense qu'on va pouvoir Mais moi, passer. j'aurais une question, Karine, Ah, pour l'amour en action. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Parce que c'est moi maintenant qui s'occupe de la distribution alimentaire là, à Montréal-Nord. Oui, allez-y. Mais c'est ça, par rapport au renouvellement des financements à fin mars, c'est le financement pour le projet de la table de quartier ou c'est pour les financements pour nos organismes? Pour moi, le mois de mars, c'est vraiment le financement de Centraide qui termine, qui était dédié pour le projet de développement d'un réseau alimentaire. OK, comme moi, là, j'ai comme quadruplé je passais de 40 familles à 160 familles. Fait que là, comme moi, avec ça, est-ce que j'aurais le droit d'avoir de l'aide pour justement mon projet essayer de coordonner mes choses pour essayer d'aider plus de familles possible? Vous avez dit que vous êtes à Montréal-Nord? Oui. On est dans différentes régions, alors ça serait une super question que je ne suis pas capable de répondre en ce moment, mais on peut toujours en parler par la suite. Oui, c'est vraiment une question. Par la suite. C'est bon parce qu'on n'est comme pas dans la map. Ouais. Mais je te dirais qu'on a passé de 40 familles à 160 familles en l'espace de quelques mois. Et je n'arrive plus à rien. Oui, Karine, Bon, merci pour
Pour ton intervention, c'est vraiment une question que certainement Cassandra n'a aucune connaissance pour pouvoir y répondre, mais c'est une situation qui est connue puis qui est vécue par plusieurs organismes en sécurité alimentaire qui font de l'aide alimentaire d'urgence. Puis on va essayer de traiter du sujet dans un webinaire à venir, notamment par rapport à l'approvisionnement. On pourrait y revenir certainement, les enjeux d'approvisionnement notamment, puis comment répondre à la demande grandissante. On est là-dedans, on est là-dessus. Merci pour votre intervention. Je vais même peut-être vous contacter. Il y a Geneviève qui a la main levée. Bonjour tout le monde, je représente Fared. Ma question est alignée à peu près pareil, c'est concernant la cote qui est présentée. Je vois vraiment qu'il y a pas mal d'absence d'organismes qui se trouvent vraiment dans le nord de Montréal. Et je me demande si vraiment on fait partie de cette grande réunion-là, pourquoi ces organismes sont absents et pendant ces 2 tables de concertation que c'est Cassandra a mentionné, mais on ne les a pas remarqués vraiment dans la carte géographique. Donc, si je comprends bien votre question, c'est qu'il y a certaines organisations qui sont situées sur le territoire de l'ouest de l'île, mais qui sont pas des parties prenantes actives des tables de quartier puis des concertations en alimentation? Je parle du coin de nord de l'île du coin de nord de Montréal. OK, oui, effectivement. Mais on va pouvoir y arriver. C'est une excellente question. En fait, ce qui arrive, c'est que justement, je pense qu'on va y répondre notamment avec la présentation d'Élise Cornoux-Gauvin, qui est co-directrice du réseau alimentaire de l'Est. Il y a différentes concertations sur les différents territoires. Il y a certains territoires qui sont couverts par certaines concertations, d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'on fait un webinaire sur la question, c'est de comprendre. Là, on s'est intéressé, par exemple, dans la présentation de Cassandra, on s'est intéressé au territoire de l'ouest de l'île. Est-ce qu'il y a d'autres concertations à d'autres échelles? Comment est-ce que ça fonctionne? On va explorer les réponses et disons les réponses. Je ne veux pas te mettre de pression, Élise. On va explorer la présentation d'Élise pour essayer de mieux comprendre justement les échelles de concertation. Ma prochaine question. Étant donné dans l'invitation, c'était mentionné possibilité de financement, je voudrais savoir aussi, est-ce que ces organismes qui ne sont pas vraiment identifiés dans votre code seront-ils accès à soumettre une demande de financement dans le cadre de cette concertation-là? Merci. OK, c'est une excellente question. On va y revenir après par rapport au financement. Je vais la garder en banque. Je vais y revenir tout de suite après dans l'aspect participatif. Merci beaucoup pour vos questions. On va passer à Élise. Merci, Erika. Bonjour à tous. Malheureusement, moi, c'est Élise Cornoux-Gauvin, je suis co-directrice au réseau alimentaire de l'Est de Montréal. J'ai vu qu'il y avait des gens de Montréal-Nord. Malheureusement, Erika, tu peux passer à la prochaine diapo. Là, je vais vous montrer la carte de nous, c'est quoi l'Est de Montréal. Pour débuter, en fait, je vais malheureusement pas plus pouvoir vous aider parce que le réseau alimentaire de l'Est de Montréal est calqué sur le territoire du CIUS actuellement de l'Est de l'île de Montréal. Donc, Montréal-Nord ne fait pas partie, on le voit là en haut à gauche sur la cartographie, il y a une grosse partie qui n'est pas indiquée. Donc, ça serait plutôt à voir au niveau du CIUS du nord de l'île de Montréal. Si ma mémoire est bonne, c'est ce territoire-là qui couvre avec Huntsic, Cartierville, Bordeaux, etc., etc. Donc, ça pourrait être pertinent de se diriger vers des OC, peut-être au CIUS, qui pourraient vous diriger un peu mieux pour cette façon-là, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un réseau alimentaire, en fait, qui a vu le jour officiellement depuis 2018 dans la pointe est de l'île. Concrètement, je vais faire ça assez rapidement pour tout le monde. Donc, c'est une initiative qui a été démarrée par un processus de réflexion à l'époque, le C3S de la pointe de l'île en 2013, qui ont mis en place le laboratoire de la promotion de la santé dédié à l'alimentation.
qui intégrait de nombreux partenaires sur le territoire qui travaillaient à la question alimentaire. Donc, ce processus-là est débuté en 2013 et 3 ans plus tard est né un projet de revitalisation du système alimentaire, puis une volonté de la part des acteurs mêmes du territoire de créer des synergies porteuses pour le système alimentaire, puis à ce moment-là, ce qui permettrait de renforcer les communautés. Donc, le réseau, nos lettres patentes sont exactement datées de mai 2018, donc c'est la création de l'organisme qui était chapeauté justement par un partenaire principal, mais aussi un réseau de membres en soi qui appuyait le projet de travailler en concertation, puis appuyait le fait d'avoir un organisme qu'on appelle supralocal, donc qui regroupe pour nous 9 quartiers et une villiers, qui est la villiers de Montréal-Est. Donc, on s'étend de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles à la Pointe-Est. Et à peu près, c'est la rue d'Iberville qui est notre limite à l'ouest. C'est le territoire de base environ là, du réseau alimentaire. Par contre, comme les limites peuvent parfois être floues, c'est normal qu'on peut déborder, puis on a fait affaire avec justement des partenaires dans Montréal-Nord pour certains projets particuliers dans le passé, puis surtout au niveau de la pandémie, la COVID et l'aide d'urgence. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, nous, le réseau, on participe et on incube différents projets. Donc, je suis allée un petit peu dans le temps. Là, on a débuté par la création d'une cartographie des acteurs du système alimentaire qui est disponible sur notre site web. Donc, la première étape a été de faire une recension de qu'est-ce qu'il y a dans l'Est, qu'est-ce qui est ouvert, fermé, disponible, ainsi que d'avoir les coordonnées pour les différentes organisations. Par la suite, on a travaillé, cette cartographie-là s'est faite en partenariat avec la chaire en transition écologique de l'UQAM. Et avec ce premier partenariat-là est né un second projet de recherche qui s'appelait « Bien manger dans mon quartier », qui regroupait en fait là, tout l'Est. Et bien manger dans mon quartier, en fait, il y a eu 3 différentes phases de cette enquête-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça a été complété là, à la fin de l'année dernière. Et dans la 3e partie de l'enquête de ça, la chaire en transition écologique de l'UQAM ont évalué le discours, le rôle et les ressources des organismes impliqués avec nous dans le réseau. Donc, un sondage qui a été fait à l'externe, on n'était pas impliqués à travers nos membres et nos partenaires pour savoir donc est-ce que c'est important justement le rôle du réseau dans la stratégie de territorialisation. Ce qui en est découlé de ça, c'est que oui, c'était important, que ça faisait une contribution qui était symbolique et opérationnelle sur le territoire et que le réseau portait des projets qui étaient à l'échelle, comme on dit, régionale ou supralocale pour les besoins d'aujourd'hui, qui permet justement là, de mobiliser plusieurs organismes dans plusieurs quartiers et villes à ce moment-là. Donc, la question qui se posait à la fin par tout le monde, c'était est-ce que ce processus-là s'est guidé par une idée, un idéal de c'est quoi la concertation ou que non, justement, c'est une nouvelle vision puis c'est une nouvelle façon de faire de l'intervention sur le terrain à une nouvelle échelle. Donc, ça fait un petit résumé de ce projet-là. Par la suite, le réseau aussi a donné un coup de main pour le marché public à Pointe-aux-Trembles. Et donc, on a fait du développement là, de l'offre de produits locaux. On a aidé à démarrer un peu plus le projet.
Par la suite, on a invité notre communauté à participer à un concours d'innovation sociale sur la lutte et les pertes de gaspillage alimentaire et ça permettait de gagner des bourses de financement, qui est toujours le nerf de la guerre pour tout le monde, qui a été fait en 2019. Par la suite, comme Cassandra le mentionnait, donc elle parlait de planification stratégique. On a complété une planification stratégique qui s'étend de 2022 à 2027. Bon, on sait que maintenant, 50 planifications stratégiques, c'est sportif, mais on l'a essayé quand même parce que le processus avait déjà débuté. Cette planification stratégique-là a été merveilleuse de par la participation et l'implication des membres et des partenaires qui sont venus participer justement là, aux discussions collectives, aux remue-ménage, puis ont mis un peu la main à la pâte, ce qui nous a donné un super plan, un guide en fait là, pour les 5 prochaines années, qui permettait aussi d'impliquer justement là, les idées de tous, les considérations, puis la vision que tout le monde avait du réseau en fait là, alimentaire de l'Est de Montréal. Et finalement, dans la pandémie, donc on a réalisé comme un peu là, Cassandra le mentionnait là, avec l'aide d'urgence, puis les cellules de crise. Donc, on a mis en place la grande boucle solidaire là, qui était de la récupération de plats destinés à l'aviation. Les avions ont été cloués au sol. Donc, tous ces plats congelés ont été subventionnés, achetés et redonnés à de nombreux organismes qui avaient des besoins alimentaires durant la pandémie. C'est vraiment un beau projet de mutualisation dont on est très fiers, là, qui a permis justement de rassembler tout le monde puis de faire des actions concrètes sur ça s'est étiré sur 1 an et de nourrir de nombreuses personnes durant ces temps plus difficiles. Donc, si je passe à la prochaine diapo, ce qu'on fait actuellement, qui sont des projets en continu. Donc, on incube le projet qui s'appelle l'Estomaqué, qui est un projet avec un comité de partenaires de 10 différents organismes répartis sur le territoire, qui est des croquettes de légumes congelés en récupérant là, des légumes qui étaient destinés à l'enfouissement pour augmenter la consommation des populations vulnérables. Donc, ce projet-là, il nous reste quelques semaines. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je pourrais vous en parler plus en détail. On incube aussi, depuis la genèse du réseau, là, un jardin collectif à Montréal-Est. Donc, la ville de Montréal-Est n'a pas de je devrais dire, là, de d'éco-quartier à proprement dit, parce que c'est une initiative de la ville-centre de Montréal. Donc, le réseau s'était fait approcher pour savoir si on pouvait chapeauter le comité de partenariat de ça. Donc, c'est aussi un œuf partenaire assez local, celui-là, donc Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles. Puis, la moitié des denrées sont offertes à la banque alimentaire voisine. On fait aussi, on travaille beaucoup en mutualisation puis en accompagnement stratégique. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre qu'on essaie de faire. Et le dernier volet de ce qu'on fait, en fait, c'est des activités, conférences pour faire de la transmission d'informations pour nos membres à proprement dit. Donc, c'est des activités qui ont lieu un peu comme les espaces cuisine, là, aux 2 mois, puis on essaie de toucher des problématiques ou des sujets qui peuvent intéresser notre réseau à proprement dit. Et comme Cassandra parlait d'un forum, bien, on a décidé, nous, cette année, de créer notre premier sommet de l'alimentation durable de l'Est de Montréal, qui se tiendra là, au début du mois de novembre, qui est principalement destiné justement à nos membres, mais nos membres on leur propose d'inviter 2 invités pour rendre le sommet plus riche. Donc, je connais quelques personnes dans la liste des 47 participants. Si jamais vous êtes dans l'Est, si jamais vous avez des partenaires dans l'Est de Montréal, bien, n'hésitez pas à communiquer non plus avec moi là, à la suite des choses si vous êtes intéressé à participer à ce premier événement qui sera justement là, un peu l'aboutissement de qu'est-ce qu'on crée comme réseau. Puis, ben, c'est un événement de travail, réflexion aussi là, qui va mener à la création de projets.
Je veux conclure rapidement ma présentation en vous parlant de ce qui fonctionne très bien, puis ce sur quoi on travaille un peu plus activement. Erika, tu peux passer à la prochaine. Donc, je vous parle de mes membres, de nos membres, pardon, depuis tantôt. Donc, c'est un membre qui est gratuit, qui n'est pas nécessairement contraignant à proprement dit. On est rendu à 41 aujourd'hui. On a aussi une cinquantaine de partenaires. Donc, la différence entre les deux, c'est que par la structure souvent des organisations, les gens ne peuvent pas devenir membres d'un réseau. Donc, on les garde quand même près de nous, on les garde informés pour ne pas les mettre de côté. Donc, c'est vraiment d'essayer de rassembler le plus possible de gens dans l'Est qui travaillent la question de l'alimentation pour en parler. On les informe avec des infolettes mensuelles. On a nos médias sociaux aussi qu'on essaie de parler. On envoie des courriels. Bref, je vous ai présenté nos projets tout à l'heure. C'est toujours des projets qui sont faits en co-création avec des comités de projets. Puis on invite les gens, ceux qui sont intéressés sont toujours les bienvenus. Je pense qu'on a un bon engagement de ce qui est de notre membrariat et aussi des différents partenaires financiers qui nous supportent comme en tant que réseau supralocal. Et notre but et objectif, c'est vraiment de mettre en relation les initiatives, d'avoir une vision un peu plus, on va dire à l'échelle un peu plus globale pour justement dire, ah, OK, ce quartier-là a des problématiques en matière d'approvisionnement. Bon, est-ce que j'ai un autre quartier ou un autre organisme qui, justement, fournit des quantités incroyables de légumes? Puis comment on pourrait mettre en contact ces organismes-là qui se parlent, puis que, justement, on peut faire naître des collaborations puis des concertations. C'est vraiment le cœur du réseau. Ce qui a été un peu plus complexe, c'est, comme on le mentionnait au départ, là, surtout dans la présentation d'Andréane, donc le travail en silo, par quartier, les gens sont en mode survie, puis ça vient retoucher aussi le financement, sans parler de la main-d'œuvre, mais bon, tout le monde est au courant, on travaille tous dans les mêmes genres d'organismes présentement. Donc, est-ce que la mutualisation du financement ne peut pas justement venir comme une solution pour ça? C'est ce qu'on essaie de faire de notre côté. Andréane a mentionné les temps disponibles des membres et partenaires pour l'implication. Et souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas non plus c'est quoi le réseau alimentaire, qu'est-ce que ça mange en hiver et en été aussi. Et donc, pourquoi se diriger vers le réseau alimentaire au lieu de se diriger vers un organisme direct? Bien, des fois, ça peut juste être une courroie de transmission aussi à proprement dit. J'ai beaucoup ri, en fait, quand Andréane mentionnait une concertation de concertation. Bien, c'est un peu ça pour le faire. On participe de notre côté aux différentes tables de quartier. On essaie de cogiter le plus d'informations possible et puis on essaie aussi d'être le moins lourd et le plus proactif pour notre communauté de membres et partenaires pour ne pas les surcharger, mais bien dynamiser un peu là, ce qui se passe dans l'Est de Montréal. Donc, ça fait le tour pour moi. Erika, tu peux reprendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Élise. C'est quand même impressionnant quand on voit que vous travaillez avec 41 membres actifs ça doit faire beaucoup de stock d'informations, disons, à gérer. Puis on doit avoir certainement, nous qui étions au régional, on doit avoir des enjeux similaires de comment colliger toute cette information et ensuite la rendre disponible à vos membres. Il y a toujours cette question-là qui m'assaille. Mais j'ai une question avant de passer en fait au volet participatif. J'ai une question, je reviens à ta dernière slide parce qu'on a une question qui a été posée directement pour toi par Estelle Lefebvre-Miette de la CDC Centre-Sud et qui demande dans les partenaires du réseau alimentaire de l'Est, y a-t-il des commerces et des restaurants? Est-ce qu'il y a le milieu privé?
Effectivement, on en a quelques-uns. Par contre, c'est pas les. On a 5 différentes catégories de membres. Les restaurants, les commerces ne sont pas les premiers vers lesquels on va se diriger, mais s'il y a de l'intérêt de leur part, on fait pas on les accueille, là. On ne fait pas de discrimination pour le réseau de membres et partenaires. Par contre, c'est sûr qu'on parle surtout de sécurité alimentaire. Donc, si le privé travaille dans cet objectif-là, ben oui, certainement, il n'y a pas de problème, on peut les accueillir. Mais est-ce qu'activement, dans votre réseau, parmi les 41 membres actifs, est-ce qu'on retrouve le milieu privé? En tant que bailleur de fonds, mais pas en tant que membre participant. Oui, c'est majoritairement du communautaire, en fait. Puis je vais surfer sur cette question parce que je suis particulièrement intéressée à savoir comment relier le milieu privé. En tant que bailleur de fonds, est-ce que vous avez réussi à mobiliser ce bailleur de fonds-là qui est du milieu privé en présentant des projets que vous aviez déterminés de façon collective grâce à la concertation? Oui, puis ça remonte à la genèse du réseau, en fait, donc une époque où je n'étais pas présente, malheureusement, mais surtout en lien avec le projet des jardins collectifs à Montréal-Est. Donc, on a un bailleur de fonds qui est Énergie Valero, qui est notre partenaire privé, qui est dans le secteur de Montréal-Est, justement. Donc, qui voulait faire des actions qui finance en fait de nombreux organismes là, sur le territoire, que ce soit en verdissement, en alimentaire ou tout ce qui est social aussi. Donc, le cheminement, l'approche qui a été faite avec eux, je ne pourrais pas dire la façon dont il a été procédé, mais ça a débuté par une première entente triennale de financement et l'an dernier, on a sécurisé pour les 3 prochaines années une enveloppe aussi là, qui nous permet là, de continuer un peu la mission du réseau, mais surtout le projet des jardins collectifs de Montréal-Est. Fantastique. On pourrait en parler vraiment longtemps, puis je garde mes autres commentaires pour plus tard. Mais merci beaucoup pour cette réponse puis toute cette présentation, Élise. On va donc essayer de voir, il y a tellement d'éléments qui ont été abordés, mais avant de commencer, je vous présente une question qui a été posée lors de votre inscription. On a demandé quels outils ou initiatives permettraient de renforcer le travail des concertations en alimentation à Montréal. Donc, on s'intéresse vraiment aujourd'hui aux concertations. C'est sûr qu'il y a plein d'organisations qui travaillent de chacune de leur côté pour répondre aux besoins alimentaire des Montréalais, faire en sorte que toutes les Montréalaises et Montréalais aient accès à une alimentation saine. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux concertations, donc comment travailler ensemble dans le territoire pour cet objectif-là. Puis, on a eu vraiment plusieurs réponses. J'ai mis un chaos de toutes ces réponses-là ici, mais, oups, ça n'apparaît pas. Je vous avais mis une nouvelle diapositive de façon plus structurée, mais je vais vous la lire. Donc, ce que je retiens de toutes ces réponses-là, c'est il y a une demande pour une plateforme de travail collaborative, un endroit où est-ce qu'on pourrait avoir une cartographie des projets puis des initiatives de concertation qui existent à Montréal, un endroit où est-ce qu'on pourrait communiquer entre intervenantes et intervenants, voir un genre de bottin de qui fait quoi, avoir un répertoire de financement aussi, ça pourrait certainement aider. Ensuite, au-delà de cette plateforme collaborative qui permettrait de communiquer entre nous, il y aurait de l'accompagnement pour de la gouvernance puis du financement pour les concertations. Il y a des gens qui ont soulevé l'intérêt pour qu'il soit organisé des événements d'échange, des conférences, du réseautage. C'est ce qu'on tente de faire à travers l'espace cuisine, mais les gens en veulent plus. Puis la façon que je comprends dans vos réponses, c'est qu'il y a une volonté aussi, beaucoup, ça a été énoncé ces derniers temps, de faire des visites interquartiers entre projets, entre personnes, entre porteurs de projets pour aller véritablement voir comment ça se passe dans d'autres quartiers, qu'est-ce qu'ils font, comment c'est mené. Là, on le fait à travers l'espace cuisine, mais de vraiment aller voir sur le terrain, puis d'organiser ça, ça serait super. On dit aussi finalement que l'évaluation des concertations pourrait être intéressante pour mieux comprendre où est-ce qu'on s'en va en tant que concertation en soi.
Donc là, c'est à ce moment-ci que j'arrête de partager mon écran, puis qu'on peut partir en conversation un peu plus ouverte sur tous ces enjeux qui ont été nommés aujourd'hui. Et puis, il y a eu des questions qui ont été posées dans la salle aussi. Et puis, je pourrais commencer par juste une intervention. Il y avait... Catherine Cyr a demandé à Andréane comment les systèmes alimentaires locaux voient le travail des instances régionales. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est cohérent? Je ne sais pas si, Andréane, tu as quelques éléments de réponse. Après, on pourrait se tourner vers la salle. J'ai quelques éléments de réponse, oui. Déjà, c'est une question quand même délicate pour moi à répondre, je dis tout de suite. Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a des opinions très variées, positives, négatives. Les gens ont toujours des critiques à faire sur pas mal tous les projets, les programmes, les instances. Mais bon, premièrement, il y a une grande appréciation de l'espace de cuisine en général. Là. Je pense que vous êtes tous là, c'est pas pour rien. Ça, je l'ai entendu très souvent. Les points d'amélioration que j'ai entendus, puis premièrement, j'ai observé qu'il y a quand même une confusion par rapport à qui est le leader en sécurité alimentaire en concertation à l'échelle régionale. Il y a des gens qui pensent qu'il devrait avoir une personne, ou pas une personne, une instance principale qui lead un peu la concertation régionale en sécurité alimentaire. Mais j'ai aussi entendu des opinions qui disaient on n'a pas besoin d'avoir une instance, ça peut être un travail qui se fait en équipe, il n'y a pas besoin d'avoir une personne, mais bon. Bref, il y a comme deux critiques qui seraient principalement adressées là, à l'échelle régionale. Ce n'est pas juste le Conseil SAM, c'est vraiment l'ensemble, les trois acteurs que j'ai présentés plus tôt. Mais c'était vraiment plus de faire davantage de plaidoyer politique qui pourrait être amélioré, puis un peu plus l'idée, c'est ça, de faire des liens entre les différents systèmes alimentaires locaux à Montréal. C'est ce que j'ai entendu dans mes entrevues. Catherine, est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que tu voulais approfondir certains aspects? Je ne sais pas si Catherine Cyr est toujours avec nous. Elle a répondu oui dans le chat. Ah, merci, excusez, j'en ai besoin des yeux tout autour de la tête. OK, super. Ensuite, il y avait la question par rapport à Montréal-Nord, puis Ève Torres s'est gracieusement proposé de nous préciser un peu la situation sur le territoire dans lequel vous travaillez. Je vous invite chaleureusement à le faire. Bonjour tout le monde. Oui, c'est ça. Puis je salue mes collègues, justement, Geneviève, puis l'Amour en Action, c'est Karine, ouais, c'est ça. Elles connaissent très bien le secteur. On a une concertation en sécurité alimentaire, évidemment. Je pense que c'est Andréane, tu l'avais mentionné dans le chat. Oui, elle a été au ralenti. Elle a fait un travail incroyable de documentation, d'organisation, de présenter une réalité de portrait et de mettre de l'avant tous les enjeux nécessaires. Mais évidemment, comme dans plusieurs quartiers, c'est pas juste chez nous, comme on dit. Il y avait toujours des enjeux de vision, il y a des enjeux de gouvernance, des enjeux plus larges après de financement, de distribution alimentaire, etc., etc. Donc, et puis, actuellement, il y a une réorientation en lien avec le plan de développement social et les projets de sécurité alimentaire qui doivent être développés. Puis c'est aussi pourquoi, évidemment, moi, quand je reçois les invitations d'Espace Cuisine, je les transmets à tous nos partenaires en sécurité alimentaire. Après, s'ils participent ou pas, ça leur appartient, mais tout le monde reconnaît aussi, comme tu le mentionnais, que c'est un espace quand même qui permet d'apprendre et de voir ce qui se fait ailleurs. Il y a quelque chose d'autre là-dedans, on l'a souvent mentionné. On a ces études, on a les problématiques, on a les gens motivés autour, on a tout ça. Il y a énormément de projets pilotes qui sont tombés à l'eau.
comment on fait justement, peut-être, est-ce qu'il y a du soutien aussi pour mener peut-être autrement les concertations en ce sens? Comment on avance de manière un peu plus concrète? Comment on peut soutenir aussi les concertations en sécurité alimentaire? C'est pour rebâtir peut-être une vision plus globale de la compréhension de ce système-là. Donc, il y a tous ces questionnements-là. Je ne sais pas si ça répond à la question globale, mais Montréal-Nord a déjà sa concertation aussi, est vraiment impliqué dans de nombreux projets, mais il reste que on a des problématiques similaires un petit peu partout. Puis même malgré les nombreuses recherches et tout, on ne voit pas le bout pour aller de l'avant présentement. Donc, c'est ça. En gros, je résume. Oui, c'est un gros enjeu d'équilibre entre, bien sûr, présentement, on ne se le cachera pas, là, l'insécurité alimentaire est explosive, là, j'oserais dire. On est en train de retrouver les chiffres, les taux d'insécurité alimentaire qui étaient en début de pandémie. Donc, c'est sûr que le temps qui est mis à la concertation, à se parler, à s'entendre, mais ça devient plus, c'est difficile d'accorder du temps à ça. On est tout à fait conscient, mais c'est ça l'intérêt, c'est de voir, bon, mais est-ce qu'ensemble, il y a une valeur ajoutée à se parler pour essayer de tenter de répondre à cette situation sur le terrain? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que travailler ensemble apporte quelque chose? Est-ce que ça permet de mieux répondre aux besoins sur le terrain? Puis c'est notre hypothèse. On sait qu'il y a des ressources qui existent. Par exemple, vous êtes, Ève, vous êtes une OC de CIUS, les OC font un travail fantastique pour assurer une coordination. Est-ce qu'il y a une limite à ce qui peut reposer sur les épaules d'une personne OC? Quelles sont les ressources qui sont disponibles pour un territoire pour avoir ce travail de concertation-là? C'est un peu toutes ces questions-là qu'on adresse aujourd'hui, qu'on se posait comme question. C'est pour ça qu'on a mandaté Andréane pour ce premier travail-là. Puis on va continuer. Justement, nous, ça nous aide en faisant un projet de recherche comme ça nous aide à véritablement, on a des hypothèses, on veut appuyer le réseau, il y a des projets qu'on a en tête, mais il faut nécessairement appuyer ça véritablement par des projets de recherche comme celui-ci pour savoir, OK, par où on va, quels sont les besoins, puis maintenant, on peut aller de l'avant, on peut tenter de mettre en place des projets qui répondent véritablement aux besoins. Il y a Catherine. Je peux me permettre, certainement, d'ajouter sur le rôle, juste quand même mentionner que notre rôle est aussi, il est important toujours, de respecter justement cette autonomie du communautaire. Donc, quand on parle de notre part de prendre des coordinations en charge plutôt que d'être en soutien, c'est la limite que ça doit avoir pour respecter vraiment l'autonomie des groupes, c'est super important. Merci beaucoup. Il y a Catherine Francidis. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour parler un peu de la situation. Pas vraiment, je vois de la petite moue. Ah ben, je peux dire 2 mots ce que j'ai dit dans le chat, là, mais moi, je me rappelle, en fait, ça fait quelques années que j'étais en sécurité alimentaire et j'avais vu le réseau de l'Est pousser. J'avais fait « Oh wow, c'est donc bien magnifique ». Je dois dire qu'on est vraiment concentré à Saint-Laurent sur le fait de faire vivre le système alimentaire local. On a une nouvelle coordination et tout ça. Fait que nos focus, c'est d'essayer de mettre en place le plus d'actions concrètes, qui est toujours comme l'étape post-planification et tout ça. Mais c'est très inspirant. Puis avec nos voisins, Antique Quartier-Ville aussi, que j'ai vu qu'il y a une communauté nourricière, les liens entre les quartiers sont certainement une belle possibilité de croissance dans l'avenir, là. Effectivement. Merci beaucoup. On souhaite à Saint-Laurent de continuer à pouvoir... on est vraiment heureux et heureuse que vous ayez maintenant une personne à la coordination. C'était pas facile de remplacer Catherine Cyr et puis on va rester en contact pour la suite des choses certainement. On a Annick de la CDC Centre-Sud qui demande dans le chat, je ne sais pas, Annick, si tu veux juste prendre la parole? Oui, en fait, ma question, c'est plus pour le réseau alimentaire de l'Est, parce qu'en fait, c'est comme supralocal, fait que je le vois comme 3e niveau. Ça couvre quand même un territoire assez grand avec des enjeux, des réalités différentes, puis plusieurs tables de quartier aussi qui travaillent déjà sur ces enjeux-là. Fait que je me demandais, dans la liste de projets que tu as énuméré, Élise, comment
comment la coordination de ces projets concertés collectifs se fait concrètement au quotidien, parce que ça fait beaucoup de gens de niveau, puis surtout le rôle que le réseau joue dans ce genre de mise en œuvre, mise en place, idéation de projets-là. Merci, Annick. Ben, c'est sûr que nous, on chapeaute nos comités de projet. On invite tout le monde qui le souhaite. Majoritairement, c'est des organismes directement. De temps en temps, on a des gens des tables de concertation qui viennent, qui participent concrètement, mais on est quasiment plus local que à l'échelle régionale, en fait. Donc, c'est sûr qu'on n'essaie pas de faire compétition à personne, surtout pas aux différentes tables non plus. Mais c'est ouvert, quand on fait un appel à projet ou quand on lance quelque chose, c'est vraiment ouvert à tous. Puis c'est les intéressés qui lèvent la main, puis qui viennent vers nous. Ou c'est par contre ou c'est une table qui parle de quelque chose, puis qui dit « Hey, ça pourrait être le fun de parler aux autres tables de ça. » Je sais qu'il y a un très bon réseau, justement, là, inter-table de communication. Fait que ça, c'est déjà une courroie de communication qui est facile, mais des fois, de la prendre peut-être à un petit peu plus petite échelle, justement, là, que celle de Montréal. Pour parler de certains enjeux, là, c'est dernièrement, il y a une initiative qui est partie de la cellule de crise sur laquelle on siégeait à Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, qui se sont dit, OK, c'est quoi? Parce que les gens sur la cellule disaient, OK, là, ça ne va pas. Comme Geneviève, c'est Karine qui le mentionnait tout à l'heure, les demandes en aide alimentaire ont doublé, triplé. Est-ce que c'est partout pareil? Est-ce que tout le monde vit la même chose? OK, ben go! On a démarré en cellule de crise un genre de tableau Excel assez simple qui a été envoyé à là, je ne me souviens plus de l'acronyme, la concertation des tables de quartier de Montréal. Oui, merci, je vous vois, tout le monde me l'a dit sur mute. Donc, CMTQ, merci. À partir de ça, ça a été enclenché justement là, de notre côté, puis ça a fait boule de neige pour tout le monde, puis ça a créé un document qui est super intéressant, qui est à partager depuis quelques semaines aussi déjà là, pour tout le monde. Fait que le but, c'est pas de faire de la compétition, malgré qu'on le sait que comme le financement est parfois faible dans notre secteur, il y a des gens qui disent pourquoi l'argent va au supralocal versus aux initiatives terrain. Fait que le but, c'est de rassembler les gens pour partager ça. Mais je ne le vois pas en compétition, là. Je le vois plus en complémentarité. Là. Je vois la plus-value de faire des liens, parce que la table de quartier va plus travailler dans son territoire, une connaissance ultime de son territoire, des enjeux, des réalités. Fait que je vois plus la plus-value de faire des liens entre les différents quartiers autour. Là. Fait que je trouve ça drôle que ce soit des organismes directement. Je serais curieuse d'en savoir plus, mais je ne veux pas nécessairement monopoliser la conversation. Ben, on peut s'écrire puis se faire un petit appel sans problème. Mais tu sais, par rapport aux organismes, ils vont vers vous avant d'aller vers leur table de quartier, puis ensuite, en tout cas, je serais curieuse de savoir comme le processus de démarche ou comme la concertation. Puis comme je te dis, c'est pas d'être en compétition avec les tables, mais plus en complémentarité. Là, dans le fond, votre expertise d'une connaissance plus macro, eux plus fine du territoire, puis les organismes plus fines du terrain, si on veut. Là. Donc, c'est de voir comment ces trois niveaux-là peuvent travailler ensemble, mais non en compétition, puis de ne pas se cannibaliser ou encore travailler ensemble plutôt qu'en compétition. Exact. Mais si je peux me permettre, avant de donner la parole à Geneviève, je pense qu'un des éléments cruciaux qu'Élise a amené, c'est les outils partagés. Puis si les différents niveaux sont connectés sur des outils communs, c'est là que ça devient intéressant de mettre les efforts qu'on a des différents paliers ensemble, que chacun est capable de collecter et contribuer à ces outils-là, puis on travaille ensemble sur une vision. C'est à ça que ça sert un portrait, mais un portrait de l'insécurité alimentaire d'un territoire, ça évolue tellement vite qu'on met beaucoup d'énergie pour réaliser un portrait.
Mais finalement, tu sais, 1 an plus tard, est-ce qu'il est déjà plus à jour? Tandis que d'avoir des outils qui structurent l'information de quels enjeux qui se passent. Puis on l'a vu pendant les premiers mois de la pandémie, ces outils-là ont été mis en place pour collecter l'information. Est-ce que ça ne serait pas pertinent de les avoir de façon un peu plus structurée puis semi-permanente pour pouvoir justement continuer à collecter ces infos-là puis rester connectés, mieux voir comment on peut travailler ensemble pour répondre aux enjeux qui touchent les différentes organisations de notre territoire puis c'est ça, répondre aux besoins de la population. C'était mon édito sur cette question. Geneviève. Oui, merci. Oui, bonjour. Moi, je suis contente d'être avec vous ce midi ou ce matin parce que c'est ça vraiment le souci de concertation. Travailler ensemble, d'apporter un complément à d'autres qui en ont besoin et pour qu'on puisse conjuguer nos forces et nos faiblesses ensemble. Ce que j'ai pu constater avec le dernier diapo qui a été présenté, avec toutes les questions qu'on avait envoyées, j'aurais aimé, avec toutes ces réponses que vous aviez reçues, comment on pourrait maintenant les mettre en concrétisation. Les idées sont là, mais comment chaque territoire ou chaque quartier pourrait venir et regarder dans l'espace cuisine, à travers ces réponses posées, quelles sont les solutions qui sont disponibles et qui pourraient aider un quartier à l'autre quartier. Autre chose dans le souci de bien concerter aussi, parfois on cherche beaucoup de réflexion pour monter des projets, parfois on cherche beaucoup de réflexion pour réaliser une initiative, mais la concertation est aussi importante quand il y a les ressources manquantes. Je regarde le projet d'infrastructure locale qu'on travaille à Saint-Laurent et parfois il nous manque des ressources. Et ces ressources-là, ils sont à Montréal. Mais on ne sait pas comment aller les chercher et comment mettre la main dessus. Et ce matin, ça me fait vraiment plaisir de regarder toutes ces belles ressources qualifiées. Est-ce que vous êtes aussi à l'aise à partager vos connaissances et vos compétences dans le souci de permettre à un autre quartier de développer un programme en sécurité alimentaire? Parce que c'est ça notre vision commune, pour que tout le monde sur le territoire soit en sécurité alimentaire. Est-ce que votre espace cuisine, c'est quelque chose qui pourrait être accessible à d'autres quartiers, qui pourrait permettre à un autre territoire de grandir en ce sens? Mon dernier point, c'est surtout au niveau de... Je ne vais pas parler de financement parce que c'est le nerf de la guerre ces derniers temps, mais on vit dans une pénurie de main-d'œuvre où il y a beaucoup de compétences qui sont manquantes sur les territoires actuellement et qui reflètent quand même une faiblesse à travers beaucoup d'organismes communautaires. J'aurais aimé savoir, est-ce que toutes ces ressources qui se trouvent parfois dans un quartier et qu'on ne les retrouve pas dans un autre quartier, est-ce que vous donnez la possibilité de permettre à ces organismes communautaires de développer ou de trouver des solutions manquantes au sein de leurs organismes dans le but de permettre à la communauté ou aux citoyens de l'île de Montréal de bien se nourrir? Je prends l'exemple, on a passé beaucoup de temps à trouver des nutritionnistes pour apporter de l'aide, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux personnes aînées, mais c'était vraiment difficile à en trouver. Tandis qu'il y a d'autres quartiers, ces nutritionnistes sont là et elles étaient prêtes à venir apporter une aide bénévole. Ce sont tous ces failles et ces obstacles parfois que nous rencontrons dans nos actions et dans nos quotidiens. Et j'aurais aimé que l'espace cuisine intervienne différemment et apporte un souci beaucoup plus développé et conservatif auprès des organismes qui en ont besoin. Merci. Merci. Il y a tellement d'éléments dans votre question que je ne sais plus par où commencer, mais pour répondre au premier élément que vous avez mentionné, comment est-ce qu'on répond aux suggestions qui ont été écrites là, dans le slide sur qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer les concertations? On vient de déposer une demande de financement pour créer cet outil-là, l'espace collaboratif en ligne, puis mener des événements pour rassembler en présentiel, là, sortir de notre écran pour avoir des événements interquartiers, pour faire des visites. Tout ce qui a été mentionné, en fait, on veut le faire pour vrai. C'est juste ça nous prend quelques temps, on va aller chercher l'argent pour, mais on veut répondre à ces besoins-là qui sont très clairs. Donc, on veut développer l'espace cuisine dans ce sens-là. On espère justement que les outils comme
comme le réseau alimentaire de l'Est, puis les autres tables de quartier qui mettent en place, que ce soit un endroit où est-ce qu'on peut justement trouver, avoir un répertoire de tous ces outils-là pour que chacun des quartiers qui veulent travailler en concertation puisse les adapter à leurs besoins, puisse s'inspirer, puisse voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait être fait, puis d'avoir justement accès à ces outils-là. Je pourrais aussi certainement vous repartager. J'ai partagé à quelques reprises, puis je vais le partager le plus souvent possible, mais on a nos collègues de Vivre en Ville qui ont monté un répertoire des financements pour renforcer l'accès à une saine alimentation. Donc, c'est toujours un outil qui est pertinent à avoir sous la main pour voir, si on a des projets dans notre quartier, c'est quoi les ressources qu'on a, les ressources financières qu'on peut tenter d'aller chercher, c'est qui les bailleurs de fonds, c'est quoi leur programme qu'ils ont. Donc, ça, c'est toujours une information que je vais tenter de mettre dans toutes mes communications pour que tout le monde ait ce répertoire-là qui est mis à jour de façon assez récurrente. Là, on en a un à tous les quelques mois. Pour les compétences manquantes, c'est un bon point que vous amenez. Je pense que c'est aussi un des nouveaux nerfs de la guerre qu'on avait moins un peu avant. Maintenant, c'est à tous les niveaux de notre société, le manque de ressources humaines puis les compétences manquantes. Comment faire pour qu'un quartier puisse aider un autre dans ce sens-là? C'est une question que je suis un peu mystifiée. Je ne saurais pas voir comment on peut amener des nutritionnistes d'un quartier à l'autre. Je pense pas qu'on a des quartiers qui ont un surplus de nutritionnistes, mais on va trouver des façons de faire certainement. Je pense que l'espace cuisine, c'est aussi un endroit où est-ce que au moins on peut voir, si on a des questions particulières, on peut voir, le but aussi, ça va être d'avoir ce bottin-là de qui fait quoi, pouvoir se poser des questions entre nous pour tenter de voir, OK, mais si vous avez des ressources, est-ce qu'on peut au moins, si on a des besoins particuliers, on peut poser des bonnes questions ou, je sais pas, s'entraider un peu de façon interquartier. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble. Il y a Catherine qui mentionne, on pourra se parler, Geneviève, peut-être de nouvelles possibilités avec l'équipe Maladie chronique. C'est fantastique. Il y a quelqu'un aussi qui... c'est ça, pour le répertoire de financement, je vais le partager à tout le monde dans les courriels après le webinaire, puis déjà 11h54, donc je vais devoir clore cette conversation déjà. On pourrait s'en parler pendant des jours et mener un cours d'université sur la chose, mais je voudrais... premièrement, remercier là, les 3 panélistes pour votre participation, pour le travail que vous faites. Tout le travail de recherche qu'Andréane a réalisé, travail que vous faites du côté du réseau alimentaire de l'Est, tout le monde ici porte à bout de bras leur projet avec un manque de ressources effroyable. Donc, c'est une félicitation à tout le monde, mais merci pour votre collaboration à la table de quartier sud-ouest de l'île aussi. Puis là, est-ce que je dois déjà dire à la table de quartier ouest de l'île? Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment le sud-ouest de l'île. Donc, merci à nos panélistes. Merci à tout le monde pour votre participation. J'aurais quasiment aimé ouvrir la conversation, mais on n'a pas le temps. Mais on va avoir plusieurs webinaires qui s'en viennent. On essaie de faire un webinaire par mois. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à l'approvisionnement ces temps-ci, puis le coût des aliments, puis la quantité insuffisante d'aliments, puis comment faire pour pallier à ça. On a beaucoup de fruits et légumes, mais les denrées sèches on n'a plus accès à des denrées sèches. Donc, c'est vraiment une grosse problématique qui touche tout le monde présentement. Puis, j'ai un peu de difficulté à voir, OK, c'est quoi les approches, les réponses qu'on peut avoir par rapport à ces besoins-là qui sont explosifs ces temps-ci. Je suis en train de voir comment on va aborder ça dans un prochain webinaire. Si vous avez des questions, des propositions, des éléments structurants que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais vous mettre dans le courriel, dans le chat, mon courriel. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur les problématiques en général que vous vivez, les enjeux, mais aussi les bons coups, puis qu'on puisse les présenter à tout le monde à travers ces petits espaces mensuels.